Et voilà un coin qui va faire mon affaire pour mon casse-croûte de ce midi. Hein. Je peux débarrasser les feuilles et mettre mon poncho, ma petite nappe de campagne. Bon, aujourd'hui le menu est simple, hein. C'est pas comme l'autre fois quand j'ai mangé la cacasse à cul nu. Là aujourd'hui, on a du saucisson sec, une boîte de pâté naf, un bon camembert, une pomme, une bonne pomme rouge. Je sais plus comment elle s'appelle, Pink Lady, je crois, un truc comme ça. Mais ça, c'est vrai que ça a du goût, ça. Et puis un bon pain, une boule de pain que j'ai pris chez le boulanger à Monthermé. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Bon, ben, voilà le travail, les copains, voilà le travail. Alors, je vais commencer par quoi? Le cadran d'os, ça sera tout à l'heure. La pomme aussi. On va se mettre en bouche avec mon pain et du pâté. Oui, du bon pâté neuf, du bon pâté de cochon. Et dans le cochon, tout est bon, hein, je parlais pas de moi, hein, évidemment. Hein. Et voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, merde. J'ai un doigt dégueulasse. Enfin, dégueulasse, c'est la forêt. Hein. C'est pas sale, mais j'aime bien. Voilà, avoir les mains propres pour manger santé. Hein. Voilà, notre bon pâté de cochon. Ça fait pas froid. Bien. On met la charcuterie. Il faut dire que avec mon père, même si il était parisien, ses origines du côté de sa mère étaient normandes. Il a toujours aimé la charcuterie, mon père. Hein. Donc voilà, j'ai hérité ça de lui. Voilà, hein. J'aime la charcuterie, j'aime la viande, hein, même si des fois il m'arrive de manger que des légumes, ça m'arrive. Hein. De temps en temps ça fait du bien, hein. Ça repose. Ça repose le système digestif. Hein. Mais non, toujours aimer la viande. Alors maintenant, j'en mange un peu moins parce que nous, pauvres retraités miséreux, hein, on ferait plus que l'aumône, s'il vous plaît. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas la peine de travailler 42 ans comme j'ai travaillé. Certains diront que j'ai pas foutu grand chose, mais bon, pendant 42 ans, j'étais présent sur le terrain. Donc pour avoir une retraite de misère, vous imaginez le truc, bosser 42 ans, et puis n'avoir même pas en retraite pure, hein, je parle pas des complémentaires, mais même pas 1000 euros, 977 euros, 70 que tu te veux foutre avec ça. C'est lamentable. Alors, heureusement qu'il y a les complémentaires, mais bon, t'as la retraite là de la caisse d'assurance vieillesse qui est versée entre le 7, 8 et 9, ça dépend des mois. Et puis les complémentaires qui sont versés à la fin du mois, le 27. Bah oui, mais il faut vivre. Hein. Il faut vivre les copains, hein. C'est pas drôle tous les jours quand même. Hein. On fait attention quoi. Mais voilà. Travailler plus. Faut gagner plus tu penses.
crever au boulot, hein. Voilà ce que nous propose Monsieur Macron et toute sa clique là. Ils ont pas mal gagné. Ça pense que c'est que travailler en usine, travailler à la chaîne. Ils ont toujours fait de la politique et ils en ont vécu. Grâce à nous pour eux et à cause de nous pour nous, c'est nous les cons, hein. Comme d'habitude. Merde. Allez. Enfin, voilà quoi. Pourtant, quand j'ai commencé ma vie professionnelle, très tôt, hein, parce que je suis rentré à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, j'avais tout juste 17 ans. Hein. Et puis, je travaillais un peu en cardiologie, à pousser les brancards, à vider les bassins, les pots de sang, les crachoirs, les conneries, quoi. Parce que je n'avais pas foutu de grand chose. À l'école, j'étais bon. Dans le primaire, très bon même. Dans le primaire, à l'époque, j'étais chez les curés, à Saint-Michel-de-Picpus, à Paris. Il y avait ce qu'on appelait le tableau d'honneur. Donc, j'étais souvent à l'honneur, ou c'était moi, ou c'était mon concurrent, Frédéric Nguyen, qui est devenu juge, lui, par la suite. Hein. On connaît la mienne. Mais c'est pas grave, j'ai été certainement plus heureux que lui. Voilà, une fois c'était Frédéric Nguyen, une fois c'était moi. Une fois j'étais premier, une fois j'étais deuxième, et comme disait Coluche, et lycée de Versailles. Vous m'avez compris. Et puis, quand je suis passé dans le secondaire, ils ont commencé, les curés, hein, à nous mettre une fille. En 6e ou en 5e, je sais plus. Une fille. Oui, c'était en 6e. J'avais commencé par une 6e classique, latin, grec et conneries là. Puis ça me convenait pas, donc on me passe dans le moderne, et dans le moderne, il y a une fille, une belle. Sabine. Ça m'a tourné la tête. J'ai plus rien foutu. Au grand désespoir de mes parents. Mais bon. Ma vie est ainsi faite. Hein. Et alors, mon père m'a dit, en fin de 3e, tu ne fous plus rien à l'école. Anglais 0, allemand 0, mathématiques 0, enfin 0. Pas 0, mais pas grand chose quand même. Hein. Voilà. Il me dit, ben voilà, il va falloir que tu rentres dans le monde du travail. Donc trouve-toi quelque chose. Donc je réussis à trouver. À l'époque c'était facile. Hein. Trouver une place aux hôpitaux de Paris. Et on m'envoie pour la toute première fois à Vitry. Non, Ivry. Ivry, à l'hospice d'Ivry, chez les vieux. J'ai fait une journée. Hein. Et puis, j'aime pas les vieux parce que bah, c'est pas de leur faute les pauvres bois. Mais voilà, c'était pas folichon le truc. Hein. Ouais, il me fallait de l'action quand même. Hein. Je retourne donc à côté de Châtelet, là, où il y avait le siège d'assistance publique, hôpitaux de Paris. Et puis je dis, ben voilà, moi ça me plaît pas. Trouvez-moi un autre hôpital. Elle me dit, vous allez vous présenter demain à la Pitié-Salpêtrière. J'arrive. Il me dit, voilà, vous allez travailler en cardiologie. Là, une action dans la routine, hein.
vider les bassins, les crachoirs, tous les brancards. Non, rien d'intéressant. Au bout d'un moment, ça me fatigue aussi. Alors, je n'ai pas fait pour travailler. Donc, je vais voir la chef du personnel. Je lui dis, moi, madame, moi ça ne me convient pas votre truc. Trouvez-moi. L'hôpital j'aime bien, mais trouvez-moi une place ailleurs. C'est pour mon truc. Vider les crachoirs, les dégueuloirs et compagnie. Non merci. Et elle me dit, j'ai une place. J'étais à la salpêtrière, elle me dit, j'ai une place à la Pitié, au service des urgences. Donc bah, vous allez vous occuper de brancarder les gens pour les amener dans les box avec le médecin. Donc à l'époque, police, secours, les pompiers, machin. Ça n'arrête pas. C'est pas folichon non plus, mais enfin bon. Il n'y a pas demandé tout le temps à changer de poste. Et puis, le matin, quand j'allais au courrier, je croisais un vieux bonhomme, enfin un vieux bonhomme, pas tout jeune, moi, parce que j'avais 17 ans. Donc un mec qui était pour loin de la retraite, hein, au René. Il n'a jamais réussi à m'appeler par mon prénom. Il m'appelait Jacques. Bon, Amélie Jacques, je pars bientôt à la retraite. Il faut que je forme quelqu'un avant de partir. Je dis oui, d'accord, mais former dans quoi? Tu travailles où? À la morgue. À la morgue. Oui, au laboratoire central d'anatomie-pathologie. Je fais, avec les médecins, des autopsies. Ah, l'autopsie. Je trouvais que on faisait ça, moi, qu'à l'Institut médico-légal. Ah non, on me dit. Dans tous les hôpitaux, où il y a un service d'anapathe, on autopsie des morts avec leur dossier clinique, voir le point de départ d'une maladie, d'évolution. Et il y en a beaucoup qui sont autopsiés, ben, les gens l'ignorent, mais voilà. Tous ceux qui ne font pas opposition, qui ne sont pas article 115, mutilés de guerre, blessés de guerre, tout ça, on les autopsie. Hein? Je dis, oui, mais ça doit être bizarre comme truc, ton truc là. Ben, il me dit, écoute, viens voir. Viens voir. T'es de congé quand? Bah, je dis, écoute, je suis de congé un lundi. Là. Il me dit, viens lundi. Et je te montrerai ce qu'on fait. On me dira, c'est totalement autonome, indépendant. Tu as un grand patron au-dessus de toi, avec ses assistants, professeur Chaumette, avec les professeurs Auriol et Brochériot. Tout le restant, c'est des étudiants en médecine. Donc voilà. Et au-dessus, il y a le laboratoire d'anatomie pour analyser les pièces. J'arrive, un lundi, un décor sinistre. Un film d'horreur, le truc. C'était en plein hiver. On commençait tôt. À 6 h du matin. Il fallait déjà préparer la salle. L'autopsie commençait vers 9 h. Donc il fallait savoir, il y avait les dossiers, qui on allait chercher au frigo, pour les descendre sur un brancard
dans un ascenseur, dans un sous-sol lugubre, où il n'y avait personne d'autre que toi. Donc on va chercher notre premier Maccabée. À la morgue avec René. On va dire le nom, c'est le frigo. C'est celui-là. Ok. On sort le Maccabée du frigo. Et c'est parti pour un tour. Un petit tour en ascenseur. Donc voilà. On descend au sous-sol. Le Maccabée est toujours sur son chariot. On prépare une table d'autopsie en inox. Les outils, les gants, machin, les trucs de chasuble de chirurgien et on s'équipe quoi. Des boîtes, des machins. Putain, je me dis, mon petit copain Fifi, ça va saigner là. Hein, je sais pas si ça va me plaire. Et puis voilà. Donc une fois que le Maccabée est sur la table, une fois qu'on a bien tout préparé, il est aux alentours de 8 heures. Donc on a une heure devant nous pour ouvrir le cadavre, les viscérer, sortir l'encéphale, tous les organes, le cerveau, c'est circulaire et tout. Et puis, une fois qu'il n'y a plus d'organes à l'intérieur, ça fait comme une barque vide. On scie à la main à l'héroïne. C'était quelque chose dans le temps. On scie donc la colonne vertébrale pour extraire la moelle épinière. Et puis après, les médecins arrivent. On regarde, on constate qu'ils font leurs prélèvements. On discute. Ça rigole beaucoup. Le monde médical, le monde de la mort. T'es obligé de rigoler là. Sinon tu fais un autre métier. Et tu commences à déprimer, c'est même pour la peine. Donc, bah, les médecins, hein, les futurs carabins et compagnie, hein, c'est pas les derniers pour rigoler. En plus c'est tout. On laisse tout big, on remonte. Ah mais c'était bon un canon. Non, mais je ne faut pas moi. Canon de quoi? Ben, canon de vin. Hein. Bon, j'étais à tout casser 10 heures. On aurait bien voulu un café, l'autre il me propose un canon. Canon de rouge. Du gros, hein. Du gros qui tâche, hein. Du vin des rochers, hein. Pour te dire. Du vin des rochers. En pressant des cailloux, les mecs, ils ont réussi à faire du pinard. Je te dis pas ce que ça te fait à l'intérieur. Hein. Enfin, voilà. Et il me dit, bah, tu manges avec nous ce midi. Je dis, écoute, moi, je veux bien, hein. On mange où? Bah, il me dit, là, à la morgue, on a un petit coin cuisine. On a fait des beefsteaks avec des petits pois. Eh bien, pourtant, l'autopsie m'avait rien fait en elle-même, hein. Malgré la vue, malgré l'odeur, malgré tout ça, c'est vrai que c'est quand même dégueulasse, hein. Surtout pour un jeune homme de 17 ans. Mais j'avais cette odeur de barbac pourri qui m'était resté dans les trous de nez. Ben, impossible de mettre un morceau de viande à ma bouche, mais impossible. Hein. J'avais l'impression de bouffer du Maccabée. Ça m'a duré quasiment une semaine. Et puis le René me dit, bah écoute, hein, moi, faut que je rende ma réponse. Est-ce que tu serais intéressé pour faire la formation avec moi? J'ai 2 mois pour t'apprendre, mais il faut que tu te décides. Bah je vais aller, on y va. Applique ma formation de technicien de salle d'autopsie.
que je serai ici, avec les félicitations du professeur Chaumette. Elle m'a vu la partie pour ouvrir sur 3 ans, à moi seul, hein, parce qu'on était 2, des fois 3 à bosser, mais plusieurs tables et plusieurs salles, à moi seul, en 3 ans, 1200 autopsies. Et ben voilà. Voilà. Et ça, avant de partir à l'armée. J'étais de 55, on m'a appelé en 75. Voilà. Donc, ça m'a bien plu. Parce que c'est vrai que j'étais autonome. Le professeur Chaumette. Un type comme ça, broché et Oriol pareil. Voilà. Ah. C'est l'époque aussi où j'ai commencé à sortir, à m'émanciper. Et puis ben, comme j'étais autonome financièrement, même si je payais une petite pension à mes parents qui me logeaient et qui me nourrissaient, une pension que je donnais devant mon père et que ma petite maman me redonnait par derrière en me disant ne te diras pas à ton père. Donc voilà, je suis porté de moins en moins l'autorité parentale et principalement paternelle. On est arrivé à la fin de ma... Merde. En posture. On est arrivé à la fin de mes 3 ans à l'hôpital. Et en même temps, j'avais passé plusieurs concours. Pour rentrer dans l'administration, les douanes, la police, la gendarmerie, sauf gardien de prison, ça j'aurais jamais voulu. Non. J'ai rien contre les gardiens de prison, mais c'est un truc que je n'aurais pas pu faire au nom de ma propre liberté à moi. Garder des gens qui sont enfermés, peu importe ce qu'ils ont fait. C'était pas ma conception à moi. Et puis, les premiers qui me répondent, la gendarmerie, vous avez réussi votre concours, vous allez rentrer là, c'était quoi? Oui, septembre 76, à l'école de gendarmerie de Fontainebleau. Il était temps, hein, parce que je crois que je suis un mauvais coton. Je sortais beaucoup, je buvais pas mal. Je fréquentais des filles de joie, je fréquentais des barbouches, je fréquentais des individus louches. J'aurais pu mal tourner. Et heureusement, je suis parti. Voilà. Flic ou voyou, ça a été flic. Et puis voilà, donc à l'époque, hein, on se tapait. Oui, c'était pas loin d'un an d'école. Hein. Maintenant, ils font, je sais plus, 5 mois, 6 mois. Un an d'école à Fontainebleau, c'était bien. Fontainebleau parce que j'avais choisi d'être motard de la gendarmerie. Puis bon, comme j'avais la colonne vertébrale aussi tordue que l'esprit d'un politicien, on m'a dit, si tu vas sur une moto, tu peux en faire, pas en tes loisirs, mais si tu fais carrière, à 40 ans, tu es dans un fauteuil roulant. Non. Par contre, on a vu que tu étais bon en sport. Voilà. Est-ce que tu veux pas rentrer? On a créé GIGN, c'était en 74, je crois. Est-ce que tu veux pas rentrer au GIGN? Alors j'étais fiancé à l'époque. Il m'a fallu faire un choix.
Du coup, je suis pas rentré au GIGN, c'était très dur à l'époque parce que on appelait ça le commando régional d'intervention, ça s'appelait pas GIGN au départ. Hein. Et c'était à Rosny-sous-Bois, c'était le lieutenant Proutot qui dirigeait ça, tout seul au début. Ça me plaisait bien, j'avais fait une journée, on était parti là-bas pour voir un petit peu comment ça se goupillait. Ça me plaisait, mais bon, visiblement, ça ne plaisait pas à ma future. Bon. Donc je me suis retrouvé au stage à Fontainebleau, j'ai plus rien foutu parce que ça ne m'intéressait pas. Je ne pouvais pas être moteur, je ne pouvais pas rentrer au GIGN. Ouais, qu'est-ce que tu veux, je foute là-dedans, moi. Donc, je dis pas. Comme l'inspecteur La Bavure, la Coluche, hein, dans l'inspecteur La Bavure. Je ne suis pas sorti dernier, mais avant-dernier, en ne fichant rien. Je n'ai pas ouvert un livre, je n'ai vécu que sur mes connaissances. Et puis deux, trois trucs que je connaissais, bon, un peu de droit pénal, procédure pénale, des conneries comme ça, j'aimais bien ça. Hein. Le sport qui m'a sauvé, évidemment. Hein. Et puis voilà tout. Donc je sais plus, alors on devait être 112, j'ai dû sortir 111e sur 112. Il y en a encore un qui m'a battu, et putain. Et Gros Bill. Gros Bill, il m'a battu. Alors Gros Bill, il était de Toulon, lui. Alors il s'est retrouvé à Hirson, dans l'Aisne. Il me dit, j'aime bien le nom, c'est marrant, Hirson, on dirait Hérisson. Oui, il a dû se marrer à l'escadron de mobile d'Hirson. Hein. Et moi, je me suis retrouvé dans l'Oise, à Noyon. Voilà. Voilà, les enfants. Alors voilà, j'étais jeune marié, hein. Je venais de me marier. Hein. Et on me dit, voilà, vous êtes affecté à Noyon, dans l'Oise. Malheureusement, on n'a pas de logement disponible pour votre femme. On va vous trouver quelque chose, ne vous inquiétez pas. Un logement qui va se libérer. Mais c'est l'histoire d'un mot. En gros, vous allez être logé avec un célibataire. Oh, merde alors. Je pense que ma femme Annie n'était pas très heureuse d'entendre ça, mais enfin bon. Ouais, pour d'autres solutions. Après une arrivée, à l'escadron, on n'était pas beaucoup de jeunes. Hein. Il y a pas mal d'anciens. Des mecs avec des placards de médailles, ils avaient fait l'Indochine, l'Algérie, tout ça. Une bande de poireaux en plus. Hein. C'était la gendarmerie mobile, ça. Et puis, je suis affecté dans un peloton, il y avait 3 pelotons. Le premier jour que j'arrive là-dedans, là qu'on s'en va en déplacement, la sirène passe à l'intérieur, le peloton passe à l'intérieur de la caserne, ça voulait dire c'était le signal du rassemblement, on part en déplacement. Après une arrivée, je partais. Alors, on est rassemblés sur la place d'armes. Et voilà, les bus attendaient, il fallait embarquer. Tout le monde embarque. Moi, un peu vite, je monte dans le bus, je vois une place de libre. Je la prends, il y a un mec qui me tape sur l'épaule. On me dit, mon petit gars, tu attendras que tout le monde soit assis, et la place qui restera, c'est la tienne. C'était celle de ton prédécesseur, donc tu la prendras. Je me dis, putain, quelle ambiance de merde là-dedans. Non seulement je suis muté sans ma femme, en plus, on sort des mecs bizarres, qui étaient gendarmes comme moi, mais vous avez que le titre, hein. Ils parlaient Ch'timi, la plupart c'était des fils de mineurs du Nord, avec des noms d'origine polonaise et tout ça. Après, ils ont appris
à me connaître, à m'apprécier, et puis j'ai appris à les aimer. Mais au départ, c'était difficile. Ils parlaient en ch'ti. Moi je comprenais rien, je dis merde, c'est un escadron de quoi là? On est où? On est en France? On est où là? Je comprenais, mais que dalle. Enfin, me voilà installé dans le bus. Le bus démarre. Personne ne me parle. Mon voisin, un jeune gendarme, à peine plus âgé que moi, mais il avait déjà peut-être 3-4 mois d'escadron, était mon voisin dans le bus. Je lui dis, ben, ils sont bizarres les mecs là, il n'y a personne qui me parle là-dedans. Ah mais c'est normal. Tant que tu n'auras pas payé une tournée à tout le monde dans le bus, les gens ne parleront pas. Une tournée de quoi? Ben, il me dit, regarde, on a une Norvégienne à l'arrière, il y a des canettes de Cronenbourg, il y a des gros pains de glace, il faut que tu rinces la gueule à tout le monde, et les gens te parleront. Je dis, bah putain, ça commence bien ici. Nom de nom, c'est parti. Et puis effectivement, c'était pas cher, hein. Une bière, ça a coûté 40-50 centimes de francs. Hein. Donc, on était 30 dans le bus. Voilà. Ça va pas coûter cher. Mais voilà. Et les gens ont commencé à me parler. Un mec qui me dit, ouais, on a boîte en gendarmerie, oui, tu comprends. Quand un ouvrier arrive sur un chantier, il vient avec son litre de pinard. Il dit, vous avez une drôle de conception de la gendarmerie. Vous autres, ouais, mais on est en mobile, hein, c'est autre chose que la gendarmerie des campagnes. Hein. Ah bon. Effectivement, c'était autre chose que la gendarmerie des campagnes. Parce que je me suis retrouvé à Denain, dans le nord. Dans une manif, face à des sidérurgistes, des costauds. Moi j'étais un froliqué à l'époque, je pesais 55 kilos. Donc c'était impressionnant de voir pour moi, le jeune gendarme, tous ces gens rassemblés qui défendaient leur beefsteak, ils avaient bien raison. Parce que ça les fermait. Donc voilà, ils menaient cette guérilla urbaine contre le pouvoir. Et qui est le rempart entre les ouvriers et le pouvoir? Bah, c'est les gendarmes ou les CRS. Je pense que ça ne nous faisait pas, je parle pour mon cas, ça ne me faisait pas plaisir de faire la guerre à ces gens-là qui défendaient leur emploi, leur beefsteak. Qu'est-ce qu'ils nous avaient fait? Alors oui, ça c'est l'escalade. Hein. Ils nous lancent des billes de roulement à billes dans la gueule avec des frondes ou des lance-pierres. T'as les copains qui tombent comme des mouches. On attend les ordres de l'autorité civile au maintien d'ordre. À l'époque, je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais on avait beau être militaire, c'était l'autorité civile, un commissaire qui commandait les opérations de maintien d'ordre. Il donnait ses ordres au capitaine pour les charges. Donc il devait pas nous aimer, le commissaire, on en a pris plein la gueule. Avant de déclencher la charge. Alors forcément, comme on en avait pris plein la gueule, ah bah oui, il est blessé des deux côtés. Hein. Voilà. Voilà. Et on retrouve ça aujourd'hui, en pire. Parce que nous, on chargeait, on cassait bien la gueule aux meneurs, on les ramenait dans le bus, à l'équipe de police judiciaire, et c'était tout. Donc voilà, bah, je suis resté 4 ans en mobile, hein, avec des déplacements sur le territoire national, partout en France, en Corse, en Outre-mer, au Liban, enfin un peu partout.
Et puis, bah, comme j'étais jamais chez moi, on était quand même un escadron en région parisienne, nous voyons, c'est à 100 km de Paris. Hein. On tournait à 9-10 mois de déplacement par an. Beaucoup de déplacements. Des gardes d'ambassade, des conneries comme ça, mais quand on partait, c'était un mois. Outre-mer, 6 mois. Donc, on se voyait pas avec ma femme, hein, on allait avoir. Non, on avait, puisque Frédéric est né en 77, voilà, ouais. Oui. Donc on avait un enfant que je ne voyais jamais, moi, Frédéric, je ne le voyais jamais. Et puis, Annie, ma femme, elle parle à mon père, elle dit voilà, Philippe est toujours parti en déplacement, toi qui connais un peu de monde dans la politique, tu pourrais pas essayer de le faire muter à Paris. Et alors, mon père, qui était un copain, avec pas mal de giscardiens, tout ça à l'époque, était copain avec Yvon Bourges, le ministre de la Défense. Ils réussissent, c'était facile, hein, à me faire muter à la garde républicaine à Paris. Donc ça fait partie de la gendarmerie aussi. Hein. Donc moi j'étais à Paris, plus de déplacement. Comme j'avais fait des études d'infirmier en gendarmerie, j'avais réussi à être gendarme et infirmier. Moi, infirmier gendarme. Mon père m'a dit on va te faire muter à l'infirmerie de l'état-major de la garde républicaine, quartier des Célestins, boulevard Henri IV à Paris, ce sera bien. Ça s'est pas fait comme ça, même avec tous les appuis qu'il avait. Il n'y avait pas de place, on n'avait pas à foutre un mec en l'air hein, pour moi. Donc on me dit, écoute, dans un premier temps, tu vas faire partie des compagnies de services et de sécurité. Et tu vas être logé à la caserne Pontièvre à côté de l'Elysée. Tu feras la sécurité du Sénat et de l'Assemblée. En attendant qu'on trouve une place. Ok. Ça dure un bout de temps. Hein. Ça dure un bout de temps. Hein. Parce qu'entre temps, on a eu Gérard, notre deuxième enfant. Et puis, il y avait un groupe qui s'était créé à l'Élysée, le GSPR, le groupe de sécurité de la présidence de la République. Et on avait besoin à l'époque de gendarmes. C'était la jonction entre Giscard et Mitterrand. Et Mitterrand, lui, il adorait les gendarmes. Donc on me dit voilà, si ça t'intéresse, machin, c'est le même système que le GIGN, entraînement, machin, combat, tir, sport de combat et compagnie. Et notre boulot, c'est d'accompagner les hautes personnalités dans leur déplacement. Chef de l'État, hein, aussi, puis toute la clique. Hein. Ouais, j'en parle. Pas convaincu parce que on trouvait le système de la mobile. J'allais encore m'absenter, ou ma femme et mes enfants ne me verraient pas, donc c'était pas à la mairie quand j'ai annoncé la nouvelle. Et puis entre-temps, arrive cette place d'infirmier. Qui se libère. Quartier des Célestins, magnifique, c'est là où il y a le premier régiment de cavalerie de la garde républicaine. J'ai adoré. Mais ça ne bougeait pas assez pour moi, donc je suis resté quand même 3 ans hein, comme infirmier. Hein. Je soignais les gendarmes, je soignais en famille, je faisais les vaccinations, je faisais la biométrie, je faisais un peu tout. Les électros, les urgences.
fait un stage chez les pompiers de Paris, justement, dans les ambulances de réanimation, à Ménilmontant. Et puis à l'hôpital Bégin, on m'avait appris à faire des électrocardiogrammes, tout ça. Donc voilà, j'étais devenu un peu le spécialiste des analyses. Analyse d'urine, électro et compagnie. Et puis, on me faisait chier. Parce que j'étais chez moi tous les soirs. On me sentait un peu prisonnier, c'est idiot de me dire ça, mais voilà. Toujours ce goût immodéré pour la liberté. Je décide au bout de 3 ans, je fonctionne par cycle, hein, de 3 ans, de faire ma demande pour aller en brigade. Et je tombe à Rocroi, dans les Ardennes. J'avais choisi les Ardennes parce que ma femme était ardennaise. Je ne pouvais pas, à l'époque, demander la brigade de fumée parce que ma femme était de Hèbe, ses parents étaient de Hèbe. Donc il fallait une brigade d'écart. Je me retrouve à Rocroi. Rocroi, c'est peu de le dire. C'est Sibérie. Mais c'est beau, hein, c'est magnifique. Rocroi, c'est magnifique. Donc je me retrouve en brigade à faire du judiciaire, à bouger pas mal sur le terrain, même si je rentrais le soir chez moi, on bougeait pas mal. Pas mal, et puis bon, il y avait pas mal de délinquance, trafic de drogue, machin, trafic d'armes, il y avait action directe à l'époque. Une fois on a fait une poursuite, j'avais piqué une 205 GTI en Belgique et on les a poursuivis, mais avec nos 4L, ils nous ont laissés sur place. Enfin voilà quoi. Il y avait de l'action, j'aimais bien ça, on pouvait à l'époque, petit voyou qui nous manquait de respect, aller une claque dans la gueule, puis c'était bon. Ça se passait comme ça, aujourd'hui on peut plus, hein, et de toute façon, il n'y a plus de respect de rien. C'est comme ça. Hein. Et puis, encore au bout de 3 ans, j'en avais marre. J'avais fait quelques bêtises, ce qui m'avait valu une mutation dans la Haute-Marne. Puis j'étais en première instance de divorce. Et je me retrouve à Langres. Alors voilà, la Petite Sibérie, là, Rocroi, c'est quand il y a des vacances à côté Petite Sibérie. Langres, c'est quelque chose. Et puis j'en ai eu marre. Et puis j'ai décidé de démissionner. Alors il fallait avoir des couilles, hein, comme on dit vulgairement, pour démissionner de la gendarmerie. J'en ai eu marre. Je dis je démissionne. Alors, on me dit on démissionne pas de la gendarmerie. Je dis moi je démissionne, je m'en vais, j'en ai marre. Ciao. Démissionner, mais sans rien, hein. Le droit à rien. Militaire, tu redeviens civil, mais tu redeviens rien. Voilà. Quelle vie, quand j'y pense. Quelle vie que j'ai vécue. Une vie riche, hein. Bon, voilà, je vous raconterai d'autres anecdotes d'autres fois, parce que là, bon, je suis à la fin du revoir, puis c'est pas tout ça, on va pas passer la journée à discuter, puis moi à vous raconter ma vie, mais voilà, je trouve ça aujourd'hui, ce sont des anecdotes, hein, mais bon, voilà, ce sont mes choix de vie, et j'ai toujours fonctionné comme ça, à l'impulsion, à l'instinct, je peux m'emballer pour quelque chose, et puis peu de temps après, ça ne me plaît plus, j'aime le changement. Mon père m'avait dit à l'époque, pauvre papa, t'as fait 36 métiers, comme on dit, 36 métiers, 36 misères. Mais j'ai eu l'impression d'avoir vécu justement 36 vies. Et c'est ça qui est magnifique, parce que ça enrichit l'intérieur. C'est vrai que d'avoir voyagé comme j'ai voyagé, d'avoir rencontré du monde comme j'ai rencontré du monde, je côtoyais aussi bien l'ouvrier que le président de la République, le président du Sénat, à l'époque qui était M. Alain Pauvert, très gentil. Il était gentil, il venait me voir tous les matins. Et puis il me disait alors comment ça va et la famille et tout ça. Puis il me serrait une belle poignée de main. Ça va monsieur le président, machin. Ça a dû aller 15 secondes, 20 secondes, mais c'était sympa. Donc aussi bien ces gens-là que l'ouvrier du coin, avec lequel je me sentais plus d'affinité d'ailleurs qu'avec les gens de pouvoir, parce que je me disais que la vraie vie, c'était eux qui l'avaient, une vie laborieuse, une vie dure, mais
il méritait toute ma reconnaissance, il méritait un salaire élevé, et malheureusement, c'était des pauvres bourgs qui vivaient quasiment dans la misère en faisant des métiers très durs quelquefois. Donc ça forçait l'admiration, ça forcément... on ne peut pas ne pas réagir devant des gens comme ça qui se battent pour faire vivre leur famille. Ils ne se battent que pour ça d'ailleurs. Donc il était vrai qu'à un moment donné, je me suis posé beaucoup de questions en étant gendarme et en me disant, voilà, de quel côté suis-je finalement. Bon, il y a un moment, quand tu te poses ce genre de questions et que tu es gendarme, faut faire le choix, il faut avoir le courage de faire ce choix. Moi, j'ai eu le courage de le faire parce que voilà, la politique de la gendarmerie, je l'admire. J'aime cette gendarmerie, elle est dans mon cœur, mais cette politique à l'époque de la gendarmerie n'était plus en adéquation avec ce que je pensais. Donc, je m'en ai tiré les conclusions en partant. Ciao, bonsoir. Bon, mes chers amis, je poursuis ma route et puis à bientôt pour d'autres aventures. Hein. Les aventures de l'anarchiste qui jactait tout seul.